Bien, merci, merci beaucoup, Thomas, pour cette invitation. Je suis très, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis directeur de recherche au CNRS, directeur de recherche émérite, en fait, à l'École polytechnique, où j'ai enseigné l'économie d'entreprise pendant un certain nombre d'années. Et depuis une dizaine d'années, je travaille sur l'économie de l'environnement. Plus particulièrement sur l'un des sujets dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est l'impact des mécanismes de marché de permis sur les secteurs fortement émetteurs de carbone. Alors, le secteur qui va servir un peu de référence pour ce que je vais vous dire, c'est le secteur cimentier. Le secteur cimentier est un des plus gros émetteurs de CO2 au niveau mondial. Et je reviendrai un peu sur certains aspects relatifs à ce qu'on pourrait faire dans ce secteur à la fin de ma présentation. Cette présentation sera évidemment plus générale. Pour faire aussi le lien par rapport à la présentation de Thomas, la présentation précédente, il y a... En gros, si vous voulez, le thème un petit peu général qui va être sous-jacent à ma présentation, c'est une argumentation pour que les marchés de permis mis en place au niveau européen adoptent ce type de mécanisme remboursable pour les secteurs fortement émetteurs de carbone. Et je vais vous montrer que les systèmes qui est adopté, qui est en place aujourd'hui, est une approximation qui est assez mauvaise finalement de ce système et qu'il y aurait tout intérêt à franchir le pas et à adopter un système de permis remboursable. Alors le point important aussi de différence, c'est que le contexte dans lequel on va discuter ce système de permis remboursable est un système international. C'est-à-dire un cadre dans lequel, contrairement à la réduction du soufre dont il a été fait question, la réduction du NOx, bien qu'il y ait eu une question à la fin relative à l'aspect international, c'est quand même des pollutions, je dirais, locales, d'une certaine manière, relativement locales. Et donc les analyses qui sont faites sont souvent nationales. Dans le cadre des émissions de CO2, c'est évidemment un problème tout à fait international et les émissions qui ont lieu dans un certain pays concernent l'ensemble de la planète. Donc il y a un aspect international qui est important à prendre en compte. Bien, alors je vais évidemment parler en français, mais mes transparences sont en anglais. Ça vient du fait qu'ils sont issus de différentes présentations que j'ai faites par ailleurs, et j'espère que ça ne va pas poser de problème particulier pour suivre ma présentation. Je vais donc introduire motiver un petit peu le sujet. Et la partie la plus importante, c'est l'analyse du système de marché de CO2 en Europe, comme je viens de le dire. Je l'aborderai premièrement par une analyse empirique et puis quelques suggestions un peu plus générales à la fin sur ce sujet. Il y a en gros 3 articles qui servent un peu de base à cette présentation. Tout ça, c'est accessible sur mon site web, dont je donnerai les coordonnées à la fin. La motivation. Alors, dans un contexte international, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce qui est mis en place au niveau des mécanismes de lutte contre le changement climatique à travers des taxes carbone ou des marchés de carbone reste pour l'instant extrêmement hétérogène. Alors, je vais vous montrer quelques éléments qui montrent ça de manière claire. Ça, c'est issu d'un rapport de la Banque mondiale qui est assez récent, qui montre là où il y a
disons, un prix du carbone, hein, et éventuellement des marchés. Hein. Ça veut dire qu'il y a un marché de carbone. Sinon, il peut y avoir donc ça donne l'impression qu'il y en a pas mal, mais quand on regarde d'un peu plus près, excusez-moi, on s'aperçoit que par rapport aux émissions, ce qui est un petit peu affecté par des taxes, c'est beaucoup plus faible. Hein. Et si je prends l'Amérique du Nord, il y a d'une part 4% des émissions qui sont affectées par une taxe qui n'est que de $9, et qu'en plus il y a 4% d'activité économique qui reçoit en fait des subventions. Le fait que ce soit en pointillé, ça veut dire qu'il y a $36 de subventions à la tonne d'émissions. Ce sont des émissions, ce sont des subventions pour l'extraction d'énergie fossile. Faut voir ça. Et évidemment, dans un certain nombre de pays Moyen-Orient, il n'y a que des subventions. Voilà. En Europe, on a quand même une partie assez importante qui est affectée par un prix du carbone, mais ce prix du carbone, comme l'a dit Thomas, est très faible, il est à $8. En Chine, on nous parle beaucoup de la mise en place de nouvelles taxes de carbone, mais ça concerne une partie faible. Donc on est dans un contexte de réglementation qui se met en place, mais avec des instruments et des niveaux de prix très différents. Alors, je reviens en arrière. Qu'est-ce que ça a comme implication? Ça a comme implication qu'il y a ce qu'on appelle des fuites de carbone. Alors, j'ai un petit schéma pour vous expliquer comment ces choses se passent. Ça, c'est une manière de rendre compte des fuites de carbone lorsque certains pays mettent en place, ici c'est des ETS, c'est des Emission Trading Schemes, des prix des marchés de permis, comme il en est question au niveau européen. Il s'en met en place dans différentes régions, comme j'ai pu le montrer. On met en place ces mécanismes de marché. On s'attend évidemment à une baisse des émissions dans ces régions. Qu'est-ce qui va se passer dans les régions où on n'a pas mis en place, ou bien où les prix sont très différents? Et ce qui nous intéresse, c'est l'impact au niveau mondial, le bilan entre les réductions et soit des augmentations, soit des diminutions dans les autres régions. Alors, dans cette analyse qui a été faite par Climate Strategies, qui est une sorte de think tank européen, et c'est assez traditionnel dans la littérature, on distingue 3 routes, en gros, pour analyser les fuites de carbone. Il y a ce qu'on appelle d'abord le schéma à travers le marché global de l'énergie. Donc, on met en place des mécanismes de marché de permis. Ça va avoir comme impact de diminuer la demande d'énergie fossile dans les pays où on a mis en place ces marchés de permis. Ça a comme conséquence que ça va avoir des conséquences sur le marché global des énergies fossiles. Et ça va avoir comme impact d'augmenter finalement l'utilisation d'énergie fossile dans les pays où on n'a pas mis en place des marchés de permis. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande qui diminue, donc les prix vont baisser, donc il va y avoir une utilisation plus importante d'énergie fossile dans les pays qui ne sont pas affectés. Une augmentation, quel va être l'impact global ? On peut se poser cette question. Le prix du marché... on met en place des marchés de permis dans les régions, dans certaines régions. La demande de produits fossiles diminue dans ces régions, le prix diminue au niveau mondial, la consommation de produits fossiles augmente dans les autres zones. Alors, il y a un deuxième canal par lequel on peut avoir des fuites de carbone.
Donc, toujours la même chose, on met en place des marchés de permis, ça va avoir un impact au niveau industriel, on va, dans les zones où on a mis en place ces marchés de permis, il va y avoir des changements dans les opérations industrielles, on reviendra à ça un peu plus en détail, changement d'investissement. Ça a un coût, ça se répercute sur le prix des produits fabriqués de manière nationale dans les zones dans lesquelles on a mis en place ces marchés de permis. Il y a un différentiel de compétitivité qui peut se créer vis-à-vis des produits importés. Les importations des produits substituables, plus ou moins substituables aux produits domestiques, vont augmenter. Et éventuellement, les industriels des pays qui sont affectés par ces marchés de permis peuvent aussi se délocaliser. Donc là, on va avoir aussi une augmentation, on peut s'attendre à une augmentation. Voilà, donc ça c'est le schéma, je ne reviens pas, je viens d'expliquer. Alors, il y a un certain nombre d'études, on va faire ici, dans lesquelles on essaye de quantifier l'importance relative de ces deux canaux de fuite de carbone. Dans ces études, je reviens. En fait, j'ai jusqu'à quelle heure, Thomas Encore 3 quarts d'heure. Donc, je vais juste vous donner, sans rentrer dans le détail de ces chiffres, en gros, le premier canal, qui est par le marché d'énergie, est relativement le plus important. Les fuites de carbone qui viennent de l'impact sur le prix des énergies fossiles est le plus important. L'impact sur la compétitivité, la délocalisation éventuelle, l'augmentation des importations, il est moins important qualitativement, mais il est beaucoup plus sensible politiquement. C'est facile à comprendre. Il va concerner des industries particulièrement bien ciblées. Ces industries sont affectées au niveau de leurs installations nationales. Elles peuvent mettre en branle leurs syndicats, les syndicats de ces industries, et faire une sorte de pression à l'emploi au niveau national. Donc, les fuites de carbone qui viennent par la compétitivité constituent un enjeu qu'il faut essayer de gérer quand on met en place des marchés de permis. C'est extrêmement important pour l'acceptabilité. Alors, juste pour vous donner une idée, il y a également des études qui cherchent à voir quels sont les secteurs qui vont être les plus affectés. Donc là, à titre d'exemple, dans ces études, on regarde le secteur de l'électrique, la production d'électricité. Clinker, c'est le ciment, c'est la même chose, l'acier ou l'aluminium. Alors, on peut être affecté soit directement parce qu'on va produire du CO2 dans le cadre de son propre processus de production, ou indirectement comme l'aluminium parce qu'on a besoin d'électricité, et l'électricité va subir éventuellement une augmentation de son prix pour l'industriel, et donc c'est un effet indirect sur la production d'aluminium. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux de leakage, c'est-à-dire le ratio entre les émissions produites dans les pays dans les produits non ITS directement en relation avec l'action qui est mise en œuvre de régulation dans le pays ITS. Donc, en Europe, je mets en place mon marché de permis, j'obtiens une réduction, disons, de 100 au niveau des émissions, mais j'ai 30 émissions supplémentaires à l'international. Le taux de fuite de carbone, c'est 30%. J'ai cru que je réduisais mes émissions de 100, mais en fait, j'ai augmenté les émissions ailleurs de 30. Donc, si j'ai un ratio de 100%, évidemment, ma politique est totalement inefficace d'un point de vue global. Ici, dans ces analyses, il y a, dans le document fait par les collègues français, Stéphanie Monchon et Philippe Quirion, on montre que ce taux de fuite de carbone, il est de 0 dans le secteur électrique.
Pourquoi? Ben parce que, en fait, on importe très peu d'électricité. On a même des échanges d'électricité à l'intérieur de l'Europe qui augmentent, mais en fait, il y a peu d'importations d'électricité, très très peu. Dans le ciment, on trouve 16%, dans l'acier, on trouve 39%, et dans l'aluminium, 21%. Ça donne des ordres de grandeur, ça dépend évidemment beaucoup de la manière dont ces modélisations peuvent être faites, mais ça vous donne une idée. Alors, le troisième canal par lequel il peut y avoir un effet de fuite de carbone, et qui là est positif. C'est-à-dire que je vais réduire mes émissions dans les pays dans lesquels on met en place le marché de permis, et ça va avoir un impact de diminution des émissions dans les pays qui ne mettent pas en place de marché de permis. Ça, c'est par, je dirais, un effet de transfert de technologie. On a mis en place des innovations, on a mis en place des nouvelles technologies qui limitent les émissions dans les pays grâce à l'introduction de cette contrainte de marché de permis, et il y a en gros un transfert dont bénéficient les pays qui ne l'ont pas fait. Bon, je passe là-dessus, ça peut venir si vous voulez. Ce troisième canal, eh bien, ça peut concerner, par exemple, l'industrie automobile, qui est quand même très mondialisée. On a des normes qu'on met en place aux États-Unis, en Europe. Bon, si on passe sur la difficulté de mesurer certains effets, malgré tout, on peut se dire que les pays comme l'Afrique, où il n'y a pas beaucoup d'industrie automobile, eh bien, bénéficient dans leurs émissions de véhicules des gains qu'on a mis en place grâce à la régulation en Europe ou aux États-Unis. Alors, je reviens maintenant sur je dirais quelques travaux là-dessus. Donc, excusez-moi, il faut d'abord que je revienne sur ce transparent, qui est en fait le même que celui qu'a présenté Thomas, mais rédigé un petit peu différemment, qui explique quel est l'intérêt de la mise en place d'un système de remboursement de permis. Donc je vous explique comment ça marche. Au niveau européen, on a dit qu'il y avait un cap d'émissions qui était de 100, mettons 100. On met ce 100 aux enchères, les entreprises achètent et doivent, à la fin de l'année, si EDF a émis, mettons 10, eh bien, il doit aller à un guichet à Bruxelles et dire, voilà, j'ai mes 10 droits d'émettre sur l'année, donc je les ai achetés aux enchères. Alors, il les achète aux enchères à un moment donné, il ajuste en fonction de effectivement quelles vont être ses émissions, et puis hop, à la fin de l'année, donc il y a un marché pendant l'ensemble de l'année avec un prix du CO2 qui augmente, qui descend en fonction des anticipations de ce que chacun devra rendre à la fin de l'année. Et une allocation remboursable, c'est, on va dire, eh bien, à la fin de l'année, vous allez évidemment nous dire combien vous avez émis de CO2, mais vous allez nous donner en plus un indicateur de quantité de production. Donc l'exemple du ciment, j'ai émis, je reprends le même chiffre, j'ai émis 10 et j'ai produit pour émettre 10, il faut faire à peu près un peu plus de 10 tonnes de ciment, puis à peu près, grossièrement, 1 tonne de CO2 par 1 tonne de ciment. Je peux vous dire que c'est vraiment énorme. Il y en a un petit peu moins, pour être honnête, mais pas beaucoup moins. Alors, on va vous dire, bon, mais nous,
on ne sait pas exactement combien, grâce à votre technologie, vos innovations, les subtilités, vous avez émis à la tonne. Mais vous nous dites que vous avez produit 10 tonnes de ciment, eh bien, on vous donne 8 émissions gratuites, 8 droits d'émission gratuites, parce que pour nous, d'après nos standards, vous devriez émettre 0,8 tonnes de CO2 par tonne de ciment. Ça, c'est une avance remboursable, c'est-à-dire qu'on va vous rembourser sur la base d'un benchmark. Voilà comment ça marche. Alors, je pense que c'est comme ça, l'idée a été introduite et assez largement par Thomas. Qu'est-ce que ça a comme impact de dire qu'on va mettre en place ce système? Eh bien, ça incite l'industriel à réduire ses émissions à la tonne. Il va les réduire à la tonne. Il va essayer d'être en dessous de 0,8. S'il est à 0,7, eh ben, c'est tout bonus pour lui. S'il est à 0,9, eh ben, il aura à payer un surplus, d'accord, au niveau par rapport au niveau d'allocation gratuite qu'on lui donnait. Mais l'incitation industrielle à réduire les émissions, elle n'est pas affectée par la mise en place de cette avance remboursable par benchmark. Par contre, ça a un grave inconvénient qui a été signalé, c'est que comme on rembourse le prix du CO2, supposez que je sois exactement au benchmark, bien à ce moment-là, je ne transfère aucune augmentation de mon prix dans mes matières finies. Donc, si vous allez acheter une tonne de ciment, eh bien, vous la payez toujours au même prix, bon, à peu près, je sais pas, 100 € la tonne, 80 € la tonne à peu près. Donc, vous achetez cette tonne exactement au même prix. Il n'y a pas eu de transfert du prix du carbone sur le prix de vente. C'est un inconvénient parce que si vous construisez une maison, si vous utilisez ce ciment dans l'infrastructure, vous n'allez pas être incité à diminuer votre utilisation de ciment par rapport à une maison en bois, par rapport à une maison qui utilise des matériaux moins intensifs en carbone. Donc, oui, mais alors, vous me direz, c'est un inconvénient. Mais non, c'est un avantage, parce que justement, c'est ce qu'on recherche. On recherche à ce que, au lieu de... si on n'avait pas mis en place ce remboursement, eh bien, il y aurait eu un impact important sur l'augmentation du prix du ciment. Mais à ce moment-là, ce que vous auriez fait, vous auriez cherché du ciment importé. Vous auriez acheté du ciment turc, du ciment chinois, du ciment dans des pays dans lesquels il n'y a pas de taxe carbone. Et donc, ça n'aura rien changé au niveau de votre comportement. Donc, ce que l'on fait en mettant en place ces taxes remboursables, c'est que on limite les fuites de carbone à travers les importations. Alors, d'un autre côté, et j'y reviendrai à la fin, c'est vrai qu'il faudrait quand même peut-être trouver un moyen d'inciter des usages moins carbone intensifs au niveau aval, au niveau de la construction. Mais on a cet avantage et il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même un inconvénient parce qu'on limite les incitations au niveau de la consommation à changer ses modes de consommation en faisant des arbitrages vers des produits moins intensifs en carbone. Alors, revenons donc maintenant sur la littérature. Dans ce sujet, donc on met en place des marchés de permis de manière dispersée, avec des niveaux très différents à travers le monde. Il y a des problèmes de fuite de carbone. On se pose la question de savoir comment on va limiter ces fuites de carbone. On va essayer de mettre en place, par exemple, des permis remboursables. Dans la littérature, ça s'appelle Output-Based Allocation, c'est-à-dire des allocations basées sur un niveau de production. Alors, la littérature s'est posé la question de savoir s'il y a d'autres moyens de limiter les fuites de carbone.
la principale alternative à la mise en place de marchés de permis, c'est de mettre des taxes aux frontières. C'est-à-dire de dire je vais taxer les importations de ciment en fonction de leur contenu carbone. Bon, c'est compliqué à mettre en place, ça pose des problèmes avec l'Organisation mondiale du commerce. Je dirais, c'est une alternative qui, sur le papier, au niveau des économistes, marche assez bien, mais qui est politiquement très difficile. Bon, alors il y a un certain nombre de travaux. Thomas et d'autres personnes ont été des pionniers dans l'analyse des permis remboursables dans le secteur donc du NOx, sachant que c'est en Suède où ça a été mis en place dès 1992, etc. Les autres références que je donne ici portent sur l'utilisation des permis remboursables, des Output-Based Allocation, dans un contexte international, et ils comparent par rapport aux taxes aux frontières ou à d'autres schémas. Et l'analyse générale, c'est que d'un point de vue économique, ce serait mieux de mettre en place des taxes aux frontières. Alors, le corps de ma présentation, une partie importante de ce qui va rester dans mon temps disponible pour présenter quelques résultats, c'est qu'est-ce qu'on a fait sur ce sujet-là en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Alors, au début, on a eu comme politique jusqu'en 2012, dans la première phase du marché de permis, jusqu'en 2000, non, on a mis en place des allocations gratuites pour tout le monde, électriciens compris. Forfaitaire, c'est-à-dire pas basé sur des niveaux de production. Voilà. Ça, je dirais, c'est un peu classique. Quand on met en place des marchés de permis, il faut avoir une certaine acceptabilité du côté de l'industrie et on ouvre les vannes et on dit, bien, écoutez, je vous donne des allocations gratuites. Bon, ça maintient les incitations à diminuer parce que vous en gardez, vous êtes quand même obligé de payer. Et si vous payez moins que ce qu'on vous a donné, c'est toujours ça de gagner. Et ça ne tient pas, ça crée quand même des sur-allocations, c'est-à-dire qu'on donne à ces entreprises beaucoup trop d'allocations et donc on leur permet de gagner beaucoup trop d'argent. Alors ensuite, dans la deuxième phase, qui est celle qui est en place aujourd'hui, on a réduit les allocations gratuites, on les a données simplement aux secteurs qui étaient susceptibles de conduire à des fuites de carbone, donc le secteur industriel. Donc l'acier, le ciment, la chimie, le papier, la production d'engrais. Et on a donné ces allocations gratuites en fonction de quelques critères sur lesquels je n'ai pas le temps de m'attarder, mais on leur a donné des allocations gratuites. Excusez-moi, je crois que oui, là, il y a une... Oui, c'est ça, je suis ici. Et on a donné des allocations gratuites avec un système en leur disant, écoutez, malgré tout, on va tenir compte dans une certaine manière de votre production. Alors ça c'est le système que je vais exposer en détail. Et en fait, l'argument que je vais développer, c'est qu'on aurait dû aller jusqu'au bout et donner des allocations gratuites remboursables en fonction des quantités produites, comme c'est le cas en Californie depuis 2012, où la Californie est l'un des exemples aux États-Unis dans lequel, au niveau d'un État, on a été capable de mettre en place un marché de permis, sachant que, vous le savez, toutes les tentatives de mettre en place des marchés de permis au niveau national aux États-Unis ont connu des échecs législatifs retentissants. Et donc, c'est maintenant certains États
reprennent, à l'intérieur des États-Unis, reprennent cette idée, ce type de législation. Et la Californie est le plus avancée dans cette phase. Et la Californie a mis en place des permis remboursables en fonction de quantité produite, donc dans son schéma initial, pour lutter contre les fuites de carbone. Alors, aujourd'hui, au niveau de Bruxelles, il y a toute une série d'agitations pour dire qu'est-ce qu'on va faire après 2020. Donc le type d'article, de document, travail de recherche un peu sur laquelle je suis actif, s'accompagne de réunions multiples avec des industriels, des gens de la commission, pour faire des suggestions dont il y a un compte ou pas compte, hein, plutôt pas compte en général, pour faire évoluer le système d'allocation, le système de marché de permis au niveau européen. On discute aujourd'hui de ce qu'on va faire après 2020. Bien, alors comment ça marche au niveau européen? C'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué. On va dire, est-ce que d'abord, vous recevez les allocations au niveau d'une usine. Ce n'est pas une société, une entreprise qui reçoit, c'est une installation industrielle. Ça se passe au niveau d'une installation industrielle. C'est ce qu'on appelle l'eligible entity. Alors, qu'est-ce qu'on va donner comme allocation à cette installation industrielle? On va dire, ça, c'est une installation industrielle qui est sujet à fuite de carbone, qui peut générer des fuites de carbone. Oui, non. En Californie, on ne dit pas oui, non, on dit oui, beaucoup, oui, moyen, oui, peu. Et donc, on va donner, éventuellement, on va régler en fonction de ça. En Europe, on a dit oui, non. À votre avis, si je regarde en termes d'émissions industrielles, quel est le pourcentage des installations qui ont réussi à être mis dans la case oui? Près de 95% des émissions, d'une manière ou d'une autre, il y a eu suffisamment de lobbying pour dire, voilà, il y avait deux critères, pour donner un exemple comment ça se passe. On avait dit, si vous êtes dans un secteur qui est fortement intensif en carbone, le ciment, eh bien, et si vous êtes sujet à la concurrence internationale qu'on va mesurer d'une manière un petit peu ad hoc en disant quel est le pourcentage d'importation plus exportation sur l'ensemble de la production européenne. Bon, ça veut dire que vous êtes assez sensible, votre secteur est assez sensible au marché international. Eh bien, si vous remplissez ces deux critères, hop, vous êtes dans la case oui. Et puis finalement, ça s'est traduit par ou vous pouvez être dans la case oui si vous êtes très intensif en carbone ou si vous êtes sujet à une concurrence internationale très forte. Vous n'êtes pas forcément intensif en carbone, mais vous êtes en concurrence internationale très forte. Vous êtes dans la case oui. D'où 95%. Donc ça pose un problème parce qu'on a ouvert ce mécanisme d'une manière beaucoup trop large. Et ça fait partie des sujets qui sont en reconsidération pour 2020. Donc, vous êtes dans le secteur à risque. Alors, on va faire un benchmark. Pour l'exemple du ciment, c'était 0,8 par tonne. On vous donne un benchmark. Alors, on le définit en fonction de l'historique, d'avantages, de potentiellement. Alors, ensuite, on va donner un repère pour dire on va vous donner ça en fonction d'un niveau d'activité. Le nombre de tonnes de ciment que vous avez produit dans l'année. Bon, en gros, c'est quelque chose comme ça, quoi. Et puis, si vous construisez une nouvelle usine, on va aussi vous donner des allocations parce que ça va être... donc, on va aussi vous donner des allocations pour des nouvelles usines.
Et puis, alors, ça devient là un petit peu compliqué, c'est qu'on a dit qu'on avait un cap de 100 au niveau européen. Oui, mais on veut diminuer ce cap année après année. Hein. On a des engagements pour réduire au niveau européen les émissions de CO2 en tout. Donc on dit on va descendre, je ne me souviens plus exactement du chiffre, mais de 1,7%, je crois, par an. Hein. Et donc les émissions, elles viennent soit du secteur électrique, pour faire simple, soit du secteur industriel. Et donc, dans le secteur industriel, on a décidé qu'on allait donner donc des allocations gratuites. Et quand on regarde, on ne veut pas que les émissions industrielles, le paquet qu'on va donner sous la forme d'émissions gratuites, on veut qu'il diminue également. Donc ça s'appelle le Cross-Sectoral Correction Factor en langage bruxellois. Ça veut dire que tous les ans, les allocations qu'on peut donner de manière gratuite, elles diminuent au même rythme que celles qu'on met aux enchères. Et la Commission a proposé de faire passer de 1,7 à 2,2% après 2020. Alors sur un an, ce n'est pas grand-chose, mais sur 10 ans, sur 20 ans, ça fait beaucoup au niveau. Donc les possibilités d'avoir des allocations gratuites au niveau des secteurs fortement émetteurs, concurrence internationale, elles sont diminuées. Alors, le système précis qui a été mis en place au niveau européen est le suivant. Il est assez tendu, vous allez voir. Hein. Ça, ce serait le système californien. On dit, voilà, vous avez un certain niveau de production annuel, et je vous donne des allocations gratuites, alors en fonction de benchmark, directement proportionnelles à votre production. Voilà. Alors en Europe, on a fait ça. On a dit, on ne peut pas vraiment mesurer, ça va être très compliqué à gérer, etc. Puis bon, ça n'a pas été considéré qu'on allait faire ça, qu'on pouvait faire simple, on a fait compliqué. On a dit, on va regarder on va avoir une référence historique. On va prendre comme référence historique le niveau d'émission en 2007, 2008 ou 2009. À la limite, vous pourrez choisir celui que vous voulez. Et on va mesurer effectivement votre niveau d'activité tous les ans, mais au lieu de, si vous êtes au-dessus ou en dessous, on va réduire par palier. Donc tant que vous êtes à entre 50% et 100% de votre niveau historique de 2007, 2008, 2009, eh bien, vous aurez 100% des allocations gratuites, basées sur ce niveau historique. Si vous êtes entre 50% et 25%, vous aurez, ça sera réduit à 50%. Si vous êtes entre 10 et 25, ça sera 25%. Et si vous êtes en dessous de 10, ce sera 0. Vous voyez, c'était notamment pour, si on regarde ce qui se passe ici, c'était notamment pour dire, bon, voyez, on fait une transition progressive par rapport à un système où on donne, pour faire accepter la mise en place de marchés de permis, on vous donne 100% d'émissions gratuites basées sur une émission historique d'il y a 3 ou 4 ans, à laquelle on applique un facteur correctif, et on dit, voilà, vous êtes content, on vous donne ces allocations gratuites pour une certaine durée, 5 ans, 10 ans, à la limite on diminue un peu chaque année, et ça compense vis-à-vis de l'entreprise, ça compense le fait qu'on ait changé les règles du jeu. C'est ce système qui a été mis en place pour le marché du SO2 aux États-Unis. On commence par et c'est donc une compensation qu'on donne pour un changement de réglementation. Et puis si vous fermez votre usine, bah, tant pis, vous gardez vos allocations gratuites. Et ça, c'était une critique. Et donc on a ça en tête au niveau européen. On a commencé par mettre ça en place. On va supprimer les allocations gratuites pour les établissements qui ferment, et puis on les réduit par palier en fonction de la baisse
éventuelle de production, et on peut accepter d'en donner plus. Normalement, si vous produisez plus, c'est que vous avez fait un investissement, une augmentation de capacité, et donc à ce moment-là, on a une réserve pour vous donner plus d'allocations. Donc on a mis en place ce système. Alors, je voudrais essayer de vous montrer rapidement que ce système est en fait un système assez pervers et qu'on aurait bien mieux fait d'adopter un système linéaire. Ça, c'est un phénomène qu'on retrouve constamment dans la mise en place de politiques. C'est que dès qu'on met en place des seuils, on a des effets de seuil. Et ces effets de seuil peuvent être plus ou moins importants. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que ces effets de seuil vont jouer surtout à la baisse? Parce que, pas de chance. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2007, 2008, 2009? Boum, une récession extrêmement forte. Donc on va être dans cette zone-là. Donc ça risque de jouer à plein. On a pris une référence historique. Oui, mais quand on était parce que le système mis en place à partir de 2012, qui donc le système qu'on va regarder, il va jouer à partir sur les années 2012-2020. Quand on l'a pensé en 2005. De même qu'aujourd'hui, on pense à mettre en place le système qui va fonctionner de 2020 à 2030. Donc, vous voyez, la régulation se fait très en avance du constat de la situation économique dans laquelle elle va s'appliquer. Et ça, c'est un gros problème. Donc, quand on l'a fait, on ne pensait pas du tout qu'on pouvait avoir une récession aussi forte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le secteur dont je voudrais vous parler, qui est le secteur cimentier? Alors, d'abord, on comprend très bien que ce système de seuil, il va avoir un impact pour essayer de manipuler sa production pour gagner des allocations gratuites. Si, pas de chance, vous avez réduit votre production et vous êtes ici, eh bien, vous avez tout intérêt à augmenter un peu votre production. En augmentant votre production, en étant à 50% de votre production historique, vous touchez tout de suite le pactole d'allocation gratuite qui est de 100% au lieu de 50%. Alors, il faut quand même faire un petit calcul parce que vous gagnez ça, mais vous allez produire plus. Vous allez donc avoir besoin, à la fin de l'année, de remettre plus de permis, donc d'en acheter un peu plus. Donc, ça va vous coûter en termes d'émissions. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire de cette production supplémentaire? Vous pouvez l'acheter à la mer, je sais pas, mais vous la mettre sur le marché, ça risque de faire baisser les prix. Donc ça a un coût, cette production, non seulement de la produire, mais aussi de ce que ça dépend de ce que vous allez faire. Je passe là-dessus. Regardons un peu le marché du ciment, qu'est-ce qui s'est passé dans le marché du ciment? Donc là, j'insiste, c'est une étude ex post, contrairement à beaucoup d'études qui sont faites sur l'impact des permis remboursables dans le secteur international, parce que Thomas nous a fait part d'une étude ex post également au niveau du NOx. Il y a très peu d'études ex post qui sont faites. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur cimentier? Alors, je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas compliqué du tout, le ciment. Heureusement, je ne vous présente pas quelque chose sur la chimie, parce que si c'est la chimie, il y aurait des tuyaux absolument partout, des produits multiples, etc. C'est très compliqué. Mais le ciment, c'est assez simple. On fait du ciment avec du calcaire, on l'emmène dans une tour pour broyer les matériaux. Ensuite, on le met dans un tube, si vous avez vu une cimenterie, c'est un tube très très long, qui tourne et qui est chauffé à 1400 degrés. Et c'est là où se produit une réaction chimique qui change le calcaire en clinker. Cette réaction chimique, elle produit du CO2 et on a besoin de chauffer. Vous avez du clinker, vous le broyez, vous le mélangez avec un certain nombre d'autres ingrédients,
Vous pouvez rajouter des ingrédients qui sont du gypse. Vous pouvez aussi rajouter des cendres volantes qui viennent de production d'électricité par du charbon. Vous pouvez utiliser aussi du laitier, qui est un résidu de produits de métallurgie, de produits d'acier. Donc vous rajoutez un certain nombre d'ingrédients et puis vous obtenez de la poudre fine de ciment. Alors, quand vous faites ça, vous avez essentiellement des émissions de CO2 très importantes parce qu'il faut chauffer. Et donc vous avez besoin de fuel, vous brûlez ce que vous pouvez, vous brûlez des vieux pneus, vous brûlez des carcasses de bovins, vous brûlez surtout des énergies fossiles pour chauffer le four. Et vous avez cette fameuse réaction chimique, et en gros, c'est à peu près 50% des émissions. C'est pour ça que le ciment émet beaucoup, c'est que d'abord, il faut chauffer, donc il y a un besoin de chaleur, et puis, chimiquement, je dirais, on ne peut pas produire de ciment à partir de calcaire sans émettre du CO2. Et ça, c'est difficile de réduire cette émission sans changer drastiquement le processus. Alors, regardons comment se situe le marché européen du ciment et comment cette consommation a évolué entre 2007 et 2012. Alors, les pays qui sont en rouge sont ceux qui ont vu leur niveau de consommation baisser de 50%. Et là, vous avez le détail, l'Irlande, l'Espagne, la Grèce, la Bulgarie, etc. Et donc, tous ces pays ont vu une chute très importante. Donc, ils sont en plein dans cet effet de seuil dont j'ai parlé tout à l'heure. Les autres pays, c'est moins important. Alors, je passe sur, je dirais, la partie un peu académique, technique, pour voir comment on va essayer d'évaluer l'impact du système d'allocation mis en place. Il faut, je vais revenir là-dessus sur ce dessin. Vous voyez, ça, c'est vraiment le dessin, la slide la plus importante. Donc vous avez, donc, je m'intéresse essentiellement aux pays qui ont vu leur niveau de consommation chuter fortement. Je ne regarde pas les autres pour l'instant. Je sais que dans ces pays, il y a 117 installations élémentaires de production de ciment. Il y en a à peu près 240 en tout en Europe. Donc c'est une partie importante. Je regarde comment elles se sont situées en 2011 et comment elles se situent en 2012 en termes de niveau de production de ciment par rapport à l'année 2007, par rapport au benchmark. C'est ça qui va être déterminant pour savoir s'il y a eu, je dirais, un impact de ces effets de seuil. Alors, voilà où elles sont en 2011. Donc, il y a un certain nombre par rapport à 2007. Donc, ça, c'est le nombre d'installations qui se répartit, c'est le diagramme de ce nombre d'installations, donc par fractile. On a décomposé ces fractiles ici. Vous voyez que ça s'est un petit peu réparti. Il y en a très peu qui sont au-delà de leur niveau de production, et puis il y en a pas mal qui sont plus bas. Voilà la distribution que l'on a en 2012. Alors, pourquoi 2012 ? Parce que le niveau de production de 2012, dans le schéma de la Commission européenne, détermine les allocations qui vont être données à chaque établissement en 2013, les allocations gratuites. Puisque la nouvelle, la phase 3 du permis d'émission, il est, au niveau européen, il est 2013-2020. On constate combien vous avez produit en 2012, et c'est ça qui vous donne vos allocations gratuites par établissement pour 2013, en fonction de votre production 2012 par rapport
à l'historique 2007. Alors, oublions pour l'instant ce qui est au milieu. Vous voyez que ce qui est en rouge ici, ce sont les établissements qui vont bénéficier, tous ceux qui sont là bénéficient de 100% d'allocation gratuite. Lui, ici, ceux qui sont là, ils vont bénéficier de 25%. Et donc, on a un transfert, une translation, on peut apercevoir. Ça, c'est les établissements qui auraient bénéficié de 25%, et ça, c'est tous ceux qui sont là auraient bénéficié de 100%. Donc, vous voyez qu'on a eu un transfert vers la droite d'une manière très visuelle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'établissements par rapport à l'étalement historique de 2011, on a beaucoup plus d'établissements qui ont augmenté leur production pour bénéficier des allocations gratuites. Alors, théoriquement, on ne peut pas comparer directement de 2011 à 2012 parce qu'il s'est passé des choses, etc. Donc, on a construit ce qui s'appelle un contrefactuel. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut comparer. Mais ça, je passe. Dans les autres pays, c'est moins net parce que de toute façon, ils n'en avaient pas besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette production ? Trois moyens d'augmenter la production d'un établissement élémentaire de ciment. Vous êtes propriétaire en tant qu'entreprise de plusieurs cimenteries. Une idée assez simple, c'est de diminuer la production dans un établissement qui est largement au-dessus de son seuil, et puis de produire dans un établissement qui est un peu en dessous. Bon, il va peut-être y avoir des coûts de transport, des choses comme ça, mais bon. Et donc, vous voyez, si je prends 3 établissements qui appartiennent à la même entreprise en Espagne, en 2011, elles étaient à 42, 57, 68. Donc, celui-là, c'est clair qu'il n'aurait pas eu droit aux allocations gratuites à 100%. En fait, en 2012, il est à 50%. Alors vous me direz, oui, alors ils ont diminué les deux, là. Ils ont diminué, là, c'est à 46%. Oui, mais alors, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais à partir de 46%, parce que là, c'est les émissions, ce n'est pas la production exactement, à partir de 45%, vous avez encore droit à vos 100% d'allocation. Voilà. Là, en Espagne, en Grèce, vous voyez, celui-là, il était en dessous, et celui-là aussi. Bon, mais compte tenu de la baisse importante ce n'était pas possible de maintenir les 3 et de gagner sur les 3 tableaux. Donc on en a supprimé une et on a diminué le niveau de l'établissement en 2 pour gagner, etc. Voilà. Donc voilà un premier moyen qu'on constate empiriquement. Alors, quand on fait une analyse un peu plus globale, on voit que la production de ciment dans les pays qui ont fortement chuté au niveau de la consommation a augmenté de l'ordre de 6 millions de tonnes. Ça représente à peu près plus de 14% à peu près d'augmentation. C'est vraiment important. Alors, ce n'est pas le cas dans les autres pays puisqu'ils n'avaient pas besoin. Et qu'est-ce qu'on en a fait ? Donc, le transfert de tonnes entre établissements, ça n'augmente pas la production, ça augmente la production d'un endroit, mais on diminue un autre, mais on a aussi augmenté globalement la production. Et pour ça, on a exporté. Donc, en fait, on a émis plus de CO2 en Europe au détriment des émissions. Donc, on a fait un phénomène un peu original. Et puis, on a aussi augmenté la conteneur de clinker dans le produit final en réduisant les différents ajouts dont j'ai parlé dans la phase où on obtient le ciment à partir du clinker. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme impact au niveau financier ? Donc, d'une part, ces entreprises ont bénéficié de plus d'allocations qu'elles n'en auraient eu si on avait mis en place le système des avances remboursables type californien. Et donc, elles ont gagné plus d'argent. C'est ce qui s'appelle les windfall profits. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. L'effet d'aubaine. Il y a eu un effet d'aubaine important dans ce schéma. Alors, pour le calculer,
Vous voyez, on a dit, voilà, bon, si on avait mis en place le système remboursable, on n'aurait pas eu d'effet d'aubaine. Si on avait conservé un système sans seuil, on aurait eu la courbe noire, là, c'est ce qu'on appelle X, c'est-à-dire le système qui était en place avant. On a calculé également de combien aurait été l'effet d'aubaine si les entreprises n'avaient pas joué avec le système sur les seuils. Et ça nous donne ça comme résultat. Donc dans ces pays, en gros, si vous voulez, on a eu une certaine baisse de l'effet d'aubaine de la mise en place du système d'allocation avec seuil, mais du fait du jeu des entreprises, cette baisse a été beaucoup moins importante qu'on l'anticipait. Et par ailleurs, on aurait eu un effet d'aubaine beaucoup plus faible si on avait... on aurait eu disparition totale de l'effet d'aubaine si on avait mis en place le système californien. Bien, alors il me reste exactement 5 minutes. Je vais revenir rapidement sur un point important de mise en place. On met ce système d'allocation gratuite remboursable pour les secteurs à risque. Et puis, donc, si on met en place le système output-based, vous voyez que vous allez avoir des émissions qui vont monter ou descendre en fonction du niveau d'activité de ce secteur. S'il y a une forte croissance dans la construction ou une forte baisse dans la construction, le secteur va émettre plus ou moins, et donc il va avoir des allocations gratuites remboursables relativement élevées ou relativement faibles. Et par ailleurs, vous avez un plafond total. Vous ne voulez pas que les émissions au niveau européen ne dépassent 100. Alors ça pose un problème. Vous avez un secteur dans lequel les émissions, les droits de permis que vous donnez vont évoluer, et vous avez un plafond fixe. Qu'est-ce qui va se passer, prenons un exemple simple, 50-50. Vous voulez réduire, je dirais, vous voulez réduire mettons 60 de chaque secteur. Vous voulez réduire à 50 dans chaque secteur. Mais vous avez une baisse d'activité dans le secteur à risque, qui fait baisser au lieu de 60, il va être à 30, mettons, un peu en faire extrême. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de faire pression sur l'autre secteur. Mais si, au contraire, vous aviez plus d'activité et que, à ce moment-là, il faudrait faire une pression double sur l'autre secteur. Donc vous avez une interaction entre le système de permis remboursable sur un secteur que vous voulez protéger en gros de la concurrence internationale, et l'autre secteur. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du prix du carbone dans votre système de permis? Eh bien, il va être très influencé par ce niveau d'activité et la mise en place de ces permis négociables, ces permis remboursables. S'il y a une baisse forte d'activité, le prix du carbone va beaucoup baisser, puisque vous n'avez plus besoin d'exercer une pression sur l'autre secteur. Si par contre, il y a une forte d'activité dans ce secteur, alors là, paf, le prix du carbone va beaucoup augmenter. Donc vous allez avoir un effet indirect sur l'autre secteur de la mise en place. Alors, ça c'est important parce qu'on a constaté que le prix du carbone avait baissé très fortement. Il est à un niveau très faible. Il était presque à 30 au niveau des années 2007-2008. Bref, il a beaucoup baissé. Alors, on a fait un petit modèle que je n'ai pas le temps de développer, mais qui montre que, justement, une des causes importantes de cette baisse vient du fait qu'on a raisonné avec un cap fixe pour tout le monde, et que la baisse d'activité dans le secteur à risque
eh bien, c'est traduit par le fait qu'on avait... ces entreprises avaient un excédent de permis et ils l'ont revendu, ça fait baisser le prix du carbone. Alors, je fais ça avec d'autres collègues, notre suggestion, c'est de déconnecter le cap de marché de permis pour l'électricité, ces secteurs, avec les secteurs à risque et de moduler le nombre de permis que l'on donne ou qu'on retire en fonction, je dirais, du niveau d'activité de ce secteur. Bon, alors, dernière slide, parce que quand même, c'est demain que ça commence, donc je ne sais pas s'il y a encore temps, mais voilà, ça c'est un sujet qui me tient un peu à cœur. Bon, quand on regarde plus en détail le secteur cimentier, on a fait des efforts avec le prix, les marchés de carbone, etc. Bon, mais en gros, sur les 5 secteurs, c'est une industrie mûre. La réduction des émissions à la tonne reste assez faible, de l'ordre de 1% par an. Et par ailleurs, la production mondiale de ciment augmente à un rythme de 2,5%. Alors, où est-ce qu'elle se passe, cette production? Eh bien, 50% de la production de ciment, c'est en Chine. 20%, c'est en Inde. En Europe, 10%. Donc, on va faire des pressions sur ce secteur en Europe pour qu'il limite ses émissions, alors que tout se passe ailleurs. Ça se passe ailleurs, c'est là où on construit des nouvelles usines, on développe des usines, on met en place des technologies éventuelles plus favorables dans lesquelles on peut agir à travers des investissements pour diminuer les émissions à la tonne. C'est là où il faudrait faire des efforts. Ce n'est pas dans une vieille usine où de toute façon les dés sont jetés depuis longtemps. On peut éventuellement gagner, et on gagne 1% par an. Alors, l'idée, ce serait effectivement de mettre en place des accords sectoriels dans l'industrie cimentière, dans l'industrie de l'acier, par secteur, et de se situer directement dans ce contexte, de dire, eh bien, en Europe, on va mettre en place, dans un premier temps, un système de permis remboursables. On est prêt à le retirer si vous acceptez de faire partie de notre club international de cimentiers, de pays fortement producteurs de ciment qui prennent des actions pour diminuer les émissions. Et vis-à-vis des pays qui ne le font pas, on va mettre en place des mesures de rétorsion au niveau des importations. Ça paraît un petit peu compliqué, mais c'est comme ça qu'on a fait pour limiter les émissions pour le trou d'ozone, pour les CFC. Le protocole de Montréal fonctionne sur cette base. Le nombre de pays au départ qui a adhéré au protocole était de quelques dizaines. Maintenant, il y a presque 200 pays qui ont accepté cette règle de faire partie d'un club qui prend des engagements collectifs pour se coordonner pour limiter les émissions et qui met en place de la rétorsion vis-à-vis des pays qui ne le font pas. Voilà, donc je pense que c'est une voie qui peut être intéressante plutôt que du système où on pense tout régler avec un marché du carbone qui va s'appliquer à tous les secteurs d'une manière uniforme. Merci. Voilà, donc voilà le site.